Toujours c'est pour la DGCRI qui disait les images que je veux. Donc voilà. Ok. C'est pas qui donne le feu vert pour commencer. Non, enfin, C'est parti? Il n'y a pas de feu vert ici. Ok, il n'y a pas de feu vert. Bah, je sais pas, je demande, moi je suis fille polie. Ça tourne. Je suis une petite Ça tourne, bourgeoise, exactement. j'ai encore des réflexes. On va gaspiller de la pellicule. Alors, donc moi je m'appelle Marie et je vous explique un peu pourquoi je suis là, mon rapport à Calais, puisque ce soir il s'agit de ça, entre autres, pour des raisons assez simples. La question des migrants évidemment me touchait, et aussi le scandale et l'horreur des milliers, des centaines et des milliers de morts, notamment en Méditerranée, et sur la politique migratoire française, etc. Tout ça me préoccupait bien. C'est toujours un peu ridicule de le dire comme ça, mais en tout cas, pour passer à une action concrète, j'ai appelé François, que je connaissais par ailleurs, parce que j'ai bossé avec lui. Donc je le présente en creux. François qui est photographe, et avec qui j'avais travaillé en MJC, je lui avais montré son boulot. La Palestine. Voilà, sur la Palestine. Et après, on a rebossé sur des expositions ensemble. Et je sais qu'il avait beaucoup fréquenté Calais. Il en parlera mieux que moi plus tard. Donc, pour partir, avoir une action assez concrète, je trouvais que c'était plus intéressant et plus structuré de passer par lui. Donc, on l'a appelé avec mon compagnon pour savoir ce qu'il avait comme idée un peu précise. Il se trouvait que toi, tu voulais repartir à Calais, puisque ça faisait quelques années que tu n'y étais pas retourné. Ouais, en fait, j'y retourne régulièrement. Très vite, mon histoire avec Calais, elle a commencé en 2005. Un travail de photographie en 2005. Une paire d'années après la fermeture du centre de Sangatte, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose encore, Sangatte, qui était un hangar, un centre de la Croix-Rouge, où les réfugiés, à l'époque, c'est marrant, à l'époque, on ne disait pas encore migrants, on disait encore réfugiés. Les terminologies sont pas neutres, elles sont intéressantes. Moi, j'ai un petit peu de mal avec le terme migrant, mais bon, vu que c'est le terme qu'on utilise habituellement, on va rester là-dessus. Donc j'étais parti travailler en 2005 sur la situation des réfugiés à Calais après la fermeture de Sangatte, alors que plus personne n'en parlait. Ça avait fait des gros titres des médias pendant quelques années, et puis à l'époque c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui avait fait fermer ça. Et puis c'est vrai que c'était un petit peu un blackout, on n'en parlait plus du tout. Et moi qui suis complètement indépendant, ça me laissait, paradoxalement, ça me laissait un espace pour travailler, pour pouvoir montrer mon travail, faire entendre ma voix sur ce sujet-là, puisque personne d'autre par ailleurs n'en parlait encore. Donc j'étais parti pour ça. J'ai bossé, pendant 6 mois, j'ai bossé très régulièrement là-dessus, et ça a donné un bouquin en fait qui a été publié en 2006. Et depuis, j'ai continué à retourner à Calais très régulièrement, puisque j'ai rencontré une Calaisienne, je vis avec une Calaisienne, et donc de toute façon on retourne dans la famille très régulièrement. C'est l'occasion ou pas de retourner sur le terrain, mais en tout cas de suivre ce qui se passe, suivre l'évolution de la ville, parce qu'évidemment, vu l'ampleur du phénomène, de toute façon, les migrants, ils sont présents, même si on ne va pas, entre guillemets, sur le terrain, s'occuper des gens, regarder ce qui se passe, aider les assos, etc. La présence, elle est là. Les gens vivent avec à Calais, donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, quoi. C'est une chose sur laquelle on pourra revenir, mais ça change vraiment le rapport, pour le coup, de la population à ce phénomène-là. Et puis, voilà, il y a des fois où je retourne sur le terrain, des fois j'y retourne pas. Donc j'ai quand même, depuis du coup plus d'une douzaine d'années, suivi ça d'assez près, les différentes phases les squats, et puis les desquattages, et puis les jungles, et puis les jungles rasés une première fois, puis une deuxième fois, ou les jungles. Et puis voilà, avec des hauts et des bas, avec des fois 500, 1000 migrants, avec des fois 5000, 8000, etc. Et là, cet été, j'y retournais, mais on retournait en vacances, on retournait dans la famille. Et si vous avez suivi un petit peu cette histoire-là,
la jungle qui était devenue un truc énorme, qui avait été institutionnalisé avec un camp en dur, avec la présence de l'État pour le coup. Tout ça, ça a été, on va dire, rayé de la carte pour dire ça, pour résumer ça, il y a un an à peu près, de septembre, je crois, c'est ça, septembre 2016. Et c'est pareil, depuis on se retrouve un petit peu dans la même configuration, finalement on n'entend plus tellement parler, on ne sait plus trop ce qui se passe. Et, sauf que forcément il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire, tant que Calais sera en face de l'Angleterre, il y aura toujours des gens à venir à Calais pour passer en Angleterre. Et du coup, moi cet été, il me paraissait important de retourner voir de près sur le terrain ce qu'il en était vraiment. Surtout qu'il y avait des violences policières très importantes, y compris contre les bénévoles, des gens gazés, frappés, et évidemment contre les migrants. Avec, ça on en reparlera aussi, mais moi je lisais plein de choses, et l'idée c'était d'aller vérifier tout ça et d'aller témoigner de ça, d'aller raconter un peu, d'aller voir auprès. Pas que je n'y croyais pas, mais je trouve que c'est intéressant de se coller au réel aussi. Donc effectivement il y avait ces violences-là, avec des gens molestés, des gens verbalisés d'abord, puis molestés, du gazage systématique des duvets, des bouteilles d'eau, des conteneurs d'eau, des jerrycans, etc. Et agression contre les bénévoles. Donc voilà, donc on s'est dit qu'on allait y aller ensemble, et on a passé une semaine à peu près sur place. Toi, tu trouvais que la situation avait vraiment évolué. Déjà, il y a un côté à Calais, dans ce qu'on a vu, ville en état de siège. C'est un peu ce que ça renvoie. Avec assez précis. J'essaie d'être concrète. Une arrivée où il ne faut pas rouler vite, parce qu'on peut écraser du monde. Donc il faut faire gaffe. C'est très concret ça quand même, de se dire les gens peuvent traverser, se faire écrabouiller. On voit tous les jours des gens sur l'autoroute, quoi. Quand on voit ça ici, c'est un peu exceptionnel, c'est un truc, c'est pas normal. Là-bas, c'est quotidien. Donc les gens ont beau le savoir, des piétons sur l'autoroute, ça finit toujours mal, quoi. Donc on n'en parle pas beaucoup non plus. De temps en temps, on le voit, mais c'est jamais qu'une brève, quoi. Nous, on s'est trouvé renvoyer je dis nous, en l'occurrence pas les deux, dans le passé avec d'autres gens, avec les assos, parce que c'est... Moi je suis photographe, mais on ne peut pas être là-bas et faire un travail de journaliste de façon durable en faisant que un travail de journaliste. Soit on s'investit et on s'intéresse vraiment à ce qui se passe, soit on reste pas, quoi. Mais on peut pas, il n'y a pas de distance possible avec ce qui se passe, avec les gens et avec les situations, quoi. Donc là, nous on travaille avec une asso, on se retrouve à travailler avec les assos et on se retrouve à faire toutes sortes de choses, y compris renvoyer en Irak des cadavres ou en Érythrée des corps de gens qui se sont fait tuer sur la route, quoi. Donc c'est effectivement c'est en même temps très violent et très réel, quoi, très concret. Donc là, ça c'est l'arrivée dans Calais. Je crois que c'est ce que je t'ai dit. Roulez pas trop vite. Faites gaffe en arrivant, roulez pas trop vite sur l'autoroute. Ouais. Ensuite, nous on s'est inscrit effectivement dans l'action d'association, donc en l'occurrence Salam, qui est une association que tu connaissais très très bien. Ouais. Et avec des gens que tu estimais qui ont une éthique d'intervention assez intéressante. Globalement, en tout cas dans les gens qui représentent l'association. Ouais. Et on s'est retrouvés assez concrètement à faire servir le thé, à faire la distribution alimentaire, une le matin et une en fin d'après-midi. Ouais, on part. C'est un peu. On peut dire là, c'est un peu désorganisé par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Je pense que c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à une pression énorme. C'est lié à une usure, parce que les gens qui sont sur le terrain pour certains depuis la fin des années 90, on va dire. Les premiers réfugiés arrivés sur Calais, il y en arrive depuis bien plus longtemps que ça, mais on va dire de cette ère-là, entre guillemets, c'est les Kosovars. Donc le Kosovo, c'était milieu fin des années 90, 96, 97 par là, je crois. Donc ça fait 20 ans, quoi. Donc beaucoup d'usure, avec des gens qui ont pris cher, quoi, pour leur grade, toutes sortes de pressions, de violences, de difficultés. Et puis, je pense que la façon dont s'est passé, s'est organisé puis désorganisé
on ne devrait pas appeler l'accueil des réfugiés, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'accueil, mais enfin leur gestion, la gestion du flux, ou la prise en compte, on appelle ça comme on veut, à savoir cette espèce de montée en puissance comme ça, avec une institutionnalisation, avec les autorités, enfin avec l'État qui a pris les choses en main, plus ou moins, et puis qui d'un seul coup a tout rasé, claqué la porte. On s'est trouvé avec des associations qui à un moment se sont trouvées entre guillemets dépossédées de leur raison d'être, enfin de leur activité, de leur travail, de leurs objectifs, et puis qui du jour au lendemain se retrouvent désorganisées avec plus de bénévoles, avec plus de moyens, avec plus de subventions, avec plus de local, avec plus rien. On se retrouve à faire face à une urgence totale, parce qu'on est passé de à peu près 8000 réfugiés il y a un an à aujourd'hui, c'est quasiment impossible à compter, mais on est à plusieurs centaines, on est entre 500 et 1000 quelque part. Reste que les gens qui sont là aujourd'hui, il y a évidemment plus de camps, au sens de camps qu'on a connus, qui était un camp dur, où il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau, enfin on ramassait les ordures, il y avait, etc. Il y avait plein d'ONG, c'était un camp de réfugiés comme on en connaît. Des commerces, Oui, c'était une ville, c'était quasiment une ville. Comme un camp de réfugiés, quoi. Comme un camp de réfugiés, comme on en connaît ailleurs à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a même plus de campement. C'est-à-dire qu'on parle encore des jungles parce qu'il reste des bouts de forêt, il reste des bouts de terrain vague, de zones industrielles plus ou moins désaffectées, dans le où on peut se planquer. Mais il n'y a même plus de campement. C'est-à-dire que les gaz, je ne sais pas combien, c'est un truc que je n'ai pas regardé, mais on doit être quelque chose de l'ordre de 3 à 4 compagnies de CRS ou de mobiles sur Calais en permanence. Ça fait du monde. Et qui coûte un fric énorme. Ouais. Alors, ça nous coûte un peu. Bon, s'il y avait que ça, ce serait. Enfin, ça aussi, ça coûte très cher. Plus les murs, les installations, machin. Il y a une telle pression policière en permanence, H24, y compris et particulièrement la nuit, que c'est pas possible de poser un camp quelque part. Enfin, quand on s'installe quelque part, dans les 24 heures ou les 48 heures, c'est dégagé, rasé, cassé. Parce qu'évidemment, on est dans les conditions de survie, donc on survit mieux en communauté, en groupe, à plusieurs, mais bon, forcément on est plus visible, on prend de la place quand on s'installe, et ben donc on passe pas inaperçu. Les isolés qui arrivent à squatter un petit peu sous les ponts, dans les endroits. Calais, c'est une ville qui est complexe, comme c'est une ville portuaire. Il y a 2 centres-villes, enfin c'est un peu bizarrement fichu. Il y a des espaces, il y a où se cacher, il y a où s'abriter un petit peu, mais évidemment dès qu'on est une dizaine, tout de suite on se fait avoir. Et systématiquement, on est desquatté, les tentes, quand il y a des tentes, sont virées, les cabanes sont démolies, mais ça va plus loin que ça, parce que les bagages, il n'y en a plus beaucoup en général à ce stade-là, mais les affaires personnelles, on va dire, mais les couvertures, les sacs de couchage, les toiles de tente, sont gazées, sont jetés dans l'eau, enlevées tout simplement, prises, foutues dans les canaux, parce qu'il y a de la flotte partout à Calais, quasi quotidiennement, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun espace, aucun temps de repos, enfin de possibilité de se poser en fait. Il y a une étude qui a été faite qui raconte que les gens dorment 3 heures, 4 heures par nuit en moyenne. Donc il y a un état de détresse psychique, lié aussi à un manque de sommeil, à tout ce qu'on peut imaginer, aux traversées des déserts, aux viols multiples, etc. L'horreur, l'angoisse, la détresse d'être loin, etc. Mais en tout cas, s'ajoute à ça. Donc, pour continuer, justement, quand tu arrives sur une distribution, le premier jour, avec Yolène, on a été voir une espèce de nouvelle jungle, une espèce de nouvel endroit où les gens dormaient comme ça. Ça allait, on était en août, mais sans toit. Dans des arbres, des fois, terrain vague, et sans rien, vraiment comme à la Belle Étoile, quoi. Vraiment comme ça, et c'est sûrement le cas. C'est une forme de torture en fait. C'est une forme de torture. Oui, parce que pas de sommeil, pas de sécurité en fait. Tu es tout le temps. Alors la nuit, en plus la nuit, c'est aussi la nuit que les mecs vont essayer de monter dans les camions pour passer. Donc la nuit, de toute façon, c'est pas vraiment fait pour dormir, sauf que ils peuvent pas non plus aller toutes les nuits essayer de passer. Il faut mettre au moment où on se repose un peu. La journée, normalement la journée on devrait pouvoir se reposer, mais la journée, on
passe pas inaperçu. Les flics tournent tout le temps, savent où on est. Et puis la journée, il faut manger, il faut arriver à se laver de temps en temps. Tout le monde a la gale. C'est, Tout le monde se gratte. donc en fait, c'est en même temps une situation de dénuement total. Donc en fait, le temps, la journée complète suffit à peine à survivre, c'est-à-dire à trouver un truc à manger, à se vêtir, à trouver un endroit où dormir pour le soir ou pour le lendemain, etc. Les contacts avec les réseaux, avec les passeurs, parce qu'on ne passe pas tout seul, ça c'est pas possible. Donc gérer ça. Et puis après, les soins médicaux, et les soins médicaux il y en a beaucoup, c'est difficile de se faire soigner. Les gens sont très souvent blessés. Le frère de ta compagne, il est orthopédiste, et il raconte à quel point l'état incroyable de blessures physiques, osseuses, etc., parce que les gens passent leur temps soit à tomber des camions, soit à se faire tabasser. Nous, on a vu quand même quelqu'un qui avait la jambe qui avait été écrasée par un mec qui avait fait une marche arrière sur lui, donc un CRS. Ah oui, un mec, ouais, une bagnole de flic. Une bagnole de flic. Sans doute pas les CRS, la PAF, Voilà. je suppose, je sais pas. J'essaye de parler des blessés, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, c'est la guerre, quoi. Il y a des rixes entre communautés très importantes, ou alors après on essaye de monter les Afghans contre les Érythréens en disant quand même, c'est ça qui circule aussi entre... Ouais, c'est-à-dire que dans les médias, on va nous dire, ouais, les Érythréens ont encore cassé la gueule aux Afghans parce qu'ils étaient pour des territoires, machin. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Je disais qu'on ne passe pas sans passeur. Faut se représenter Calais, qui est une ville-port. Le port est énorme, la ville n'est pas très grande, mais le port est totalement inaccessible aujourd'hui. Ça a toujours été compliqué, enfin, moi je l'ai toujours connu compliqué, mais au fil des années, on a vu monter les clôtures, doublées, triplées, de plus en plus hautes, avec des rouleaux de barbelés par-dessus, des barbelés rasoirs. Les lampadaires qui éclairent pas la route, mais plutôt voilà. les endroits où les gens pourraient arriver. Des rondes de maître chien, des flics partout naturellement. Et puis on a un mur maintenant sous le long de l'autoroute, là où les gens se font poursuivre par les flics. Il y a 1 kilomètre de mur à peu près. Enfin des installations qui rendent l'accès direct au port impossible. En gros, c'est impossible. Puis même, si vous arrivez à rentrer sur le port, de toute façon, vous faites serrer, enfin, ça passe pas. Donc la seule façon, en fait, de monter sur un bateau, c'est d'abord de monter dans un camion. Je suppose que vous êtes au courant à peu près de cette façon de faire. Sauf que les camions, aujourd'hui, on ne peut plus les prendre à Calais. C'est paradoxal, parce que Calais, c'est le point de passage, c'est là que sont les migrants, ou les réfugiés, etc. On appelle ça comme on veut ou comme on peut. Par contre, eux, ils vont prendre le camion, même plus à Calais, ils remontent... alors si, ils vont sur les zones industrielles en essayant de choper un camion, en espérant que le camion, il va aller prendre le bateau, il ne va pas repartir en Belgique ou ailleurs. Ça, c'est très aléatoire, c'est un petit peu de la roulette russe, quoi. Mais les camions se prennent, en fait, généralement sur l'autoroute en amont de Calais. Ce qui fait que, d'année en année, on a vu toutes les stations-service et les aires de repos sur l'autoroute, sur la rocade de Calais, fermées les unes après les autres. Elles sont toutes fermées, murées, fliquées, pour empêcher que ça devienne des aires d'embarquement. Et on parle de passeurs et de réseaux de passeurs. Les réseaux sont généralement liés aux communautés. Hein. Il y a un réseau afghan, il y a un réseau kurde, il y a un réseau érythréen, etc. Ça fonctionne comme ça. Les réseaux, c'est des fonctionnements mafieux, on pourra y revenir si vous voulez, pour ce que j'en connais en tout cas. Se livrent une guerre en gros, enfin, se font la guerre et s'entretuent pour le contrôle des parkings. Des parkings sur les autoroutes, des parkings sur la zone industrielle. Sur Calais, il reste un parking, un seul. Enfin, une grosse station-service totale, où les camions s'arrêtent pour faire le plein. Sur l'autoroute, voilà, il n'y en a plus qu'une. Les autres, c'est à 30 km. Et donc celle-là, c'est l'enjeu de tout. Ouais, ça éclate autour de ces enjeux. Et là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que le parking, il est tenu par les Érythréens, qui sont majoritaires, et les Afghans, qui sont la deuxième communauté, ont essayé de prendre le contrôle du parking. Donc, c'est une prise d'assaut, quoi. Et tout le monde est mêlé à ça, parce que il n'y a pas, c'est pas possible d'avoir un groupe armé, enfin, on peut appeler ça une milice, enfin voilà. Et donc, ce sont les migrants eux-mêmes qui font office de chair à canon.
C'est-à-dire que on te fait passer, mais pendant un mois, tu vas bosser pour nous, tu vas surveiller les parkings, tu vas faire monter les mecs dans les camions, tu vas ouvrir les bennes, puis une fois que tu auras bossé pour nous, tu auras gagné le droit de passer, quoi. Bonsoir. Donc tout le monde se retrouve dans cette logique-là, et tout le monde finit par en payer le prix. En fait. Oui, et puis ça monte, et donc il y a une vengeance d'une autre communauté qui se revenge, etc. On parlait des blessés, effectivement, dans l'état de détresse. Les RIC s'éclatent aussi parce que les gens sont à bout de nerfs, en fait. Donc encore une fois, moi ça m'a beaucoup marqué de voir l'état de détresse psychique, et avec vraiment des gens qui sont en état... moi j'avais le sentiment de croiser beaucoup de psychotiques. Des gens qui se brûlent avec des cigarettes, comme ça, qui écrivent leur prénom avec des cigarettes. Il y a vraiment quand on dit que c'est le chaos, vraiment. Pour parler de choses concrètes, sur les blessés notamment, donc on a parlé de cette voiture qui a reculé sur la jambe de quelqu'un, qui n'a jamais réussi à porter plainte, c'est intéressant de le dire, puisqu'il a été emmené par quelqu'un qu'on connaissait, et en fait le traducteur était véreux. Et puis du coup ça a créé une attente de situation, et puis la personne est remontée, je crois, sur Paris. Bah, il s'est tiré. Il s'est tiré parce que quand tu sais que tu vas balancer quelqu'un... des flics, et que les flics t'as affaire à eux tous les jours, et que c'est parti d'un flic qui t'a mis un coup de pare-choc, tu peux t'attendre un peu au pire après. Tout à fait. Parce que moi, j'ai pas compris. Il était véreux, tu peux définir? Le traducteur Ouais, en fait, le traducteur, en gros, c'est le traducteur de la police, quoi. Tu vois, évidemment, d'accord, ok, le mec je voulait comprenais pas. Ouais. Après, le problème, c'est que selon les nationalités et les ethnies, c'est pas toujours facile de trouver un traducteur. Là, le mec était érythréen, je sais pas après quelle langue il parlait, quelle était sa langue maternelle précisément, mais trouver le traducteur, tu vois, qui va pouvoir intervenir, traduire dans cette langue-là, si c'est pas celui de la police, parce que eux, ils ont tout, hein, ils ont tout ce qu'il faut, mais ça peut prendre du temps. Pendant ce temps-là, il se passe quoi? Le mec est dans la nature, les flics savent qu'il va porter plainte, et il est à leur merci, quoi. Et puis ce qui est intéressant de raconter sur cette anecdote-là, c'est que c'est arrivé parce qu'il y a, suite à cette rixe justement, il y a une aventure tous les jours en gros. Il y avait la sous-préfecture, enfin la représentante de la sous-préfecture qui était là pour venir... le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur, ouais, évidemment, pour venir observer ce qui se passait pendant une distribution. Donc il y avait vraiment des gens qui étaient blessés. Il y a un matin, on est arrivé, il y avait des gens qui étaient surinés, des gens qui saignaient le visage, etc. Et voilà, et donc en voyant cette personne blessée avec ce bandage, il y a un des représentants qui a demandé ce qui s'était passé. Donc la personne a expliqué que c'était une bagnole qui avait reculé dessus. Et donc il y a eu une proposition, il faut aller vous plaindre, il faut aller porter plainte. Donc normalement il y avait un cadre, une reconnaissance, c'était pas délirant. Et ben, même avec ça, on aurait pu avoir un traducteur quand même assez rapidement mis à disposition. Parce que même si c'est difficile de traduire, quand on veut avoir les moyens d'avoir une traduction correcte, on les a. Pour continuer sur les blessés, j'essaie de marcher par image, moi, comme ça. Les autres types de blessés qu'on a vus, c'est des gens, notamment là, il y avait une personne qui revenait tous les jours en distribution et puis qui disait qu'il avait mal, etc. Puis un matin, on s'est retourné, il était par terre et tout le monde était autour de lui. Et en fait, il n'arrivait plus à marcher et ses copains nous ont expliqué qu'il avait pissé du sang, etc. Et en fait, il a pris un camion, il est monté sous le camion. Il s'est rendu compte que le camion partait en Belgique. Donc là, ça arrive très souvent, c'est ce que tu disais. Donc, manque de chance, il a sauté. Et peut-être il s'est pété les reins, ou etc. Donc ça arrive, hein, c'est très concret. Faut aussi, tu parlais des associations exsangues, des gens qui pètent les plombs, des gens, il y a des couples qui se séparent, des amitiés qui se brisent, etc. Donc parce qu'il y a un état de fatigue très très avancé, de découragement, puisque ça continue toujours et c'est toujours plus violent. Mais notamment Gynécologie sans frontières, on a quand même pas mal sympathisé avec ces nanas-là. L'équipe, c'était une sage-femme et des sages-femmes en stage, et il n'y avait pas de cadre du tout qui était présent. C'est-à-dire que la fille, c'était la première fois qu'elle avait une expérience à Calais. Elle venait comme ça pour aider, avec finalement très très peu de moyens. Et les nanas font que de la bobologie, c'est-à-dire qu'elles ne font pas du tout de la gynéco. Alors qu'il y a des nanas, il y a peu de femmes à Calais. Ouais. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. On voit peu.
qui ont peur de rentrer en contact, etc. Donc elles font un travail vraiment de fourmi, mais ceci dit, en fait, elles sont tout le temps accaparées par de la bobologie, enfin de la bobologie ou plus grave, sinon on les appelle les pompiers, tout ça, elles sont. Et du coup, ce mec-là, il a été pris en charge par ses filles, et après les pompiers sont venus. Mais il y a un état sanitaire assez catastrophique aussi. Ils se comportent comment, les pompiers? Plutôt sympa. Ouais, en général, ça va. T'es jamais à l'abri d'un con. Ouais. Mais en Il n'y a général, pas ça va. d'agressivité. Ouais. Après, c'est pareil à l'hôpital. Tout dépend sur qui tu vas tomber, tu vois. Oui, sur la fiabilité. T'as des mecs qui sont bien et qui soignent bien, etc. Et t'en as qui sont des vrais cons, quoi. Ça, c'est comme ça partout, je pense. Non, mais il n'y a pas en plus un phénomène de saturation. Non, ben pas de. Enfin, chez les pompiers, non, je pense pas. Non, pompiers, SAMU, tout ça, a priori, non. Après, là, en ce moment, je ne crois pas qu'ils soient présents en ce moment, mais par période, il y a sur Calais quand même pas mal de grosses ONG. Il y a Médecins du Monde qui était là, il y a Médecins sans frontières qui a été là, enfin des gens qui Quand on y était, connaissent leur boulot, quoi. Tu vois. Après, qui valent ce qu'ils valent, bien sûr, mais enfin, ils savent faire, quoi. Et je me souviens de Médecins du Monde, ça va être un petit peu compliqué. Et de gens de Médecins sans frontières, d'un mec qui, je me souviens plus ce qu'il y avait comme curriculum vitae, mais enfin qui a fait pas mal de terrains étrangers, et il disait, mais moi ce que je retrouve ici, c'est à peu près les conditions que je peux trouver au fin fond de l'Afrique, les conditions sanitaires qui sont désastreuses, quoi. Pensez, c'est chez nous, quoi. C'est fou, quoi. L'accès aux soins n'est pas organisé, à savoir que si quelqu'un, la population, tout le monde n'est pas en forme tout le temps, donc à partir du moment où on peut être malade ou pas être malade, il n'y a pas un circuit d'accès aux soins. Pour les migrants, tu veux dire? Ouais, pour les personnes. Ben, il y a un pass, quoi, mais où les mecs vont pas parce que c'est perpète, et, entre là où ils se planquent et là où ils vont se faire soigner, ils ont toutes les chances de se faire serrer par les flics et de jamais arriver sur place, quoi. En fait, la plupart du temps, il faut vraiment attendre qu'ils soient à la toute dernière extrémité pour qu'ils acceptent d'aller à l'hôpital, par exemple. Il y a une dissuasion il y a une organisation de la dissuasion de oui. résidence, parce qu'on a vu ce que vous avez dit, avec ce gazage, avec ces Ouais. attaques de la nuit, avec ces... Ouais. Et il y aurait aussi on peut concevoir qu'il y a aussi une dissuasion d'accès aux soins, quoi. Est-ce qu'on peut parler de l'eau quand on est arrivé? Oui, on venait de réinstaller quelques douches, mais il faut quand même dire que l'eau était. Donc ça, La stratégie d'État, Ah bah oui, tout quoi là-dedans, toute la que... tout ce qui est fait, enfin, alors évidemment ce sera jamais écrit ou dit officiellement, Voilà, oui. mais tout ça, pour moi, tout ça relève d'une Organisé, politique délibérée, organisée. Il faut faire peur aux De gens, il faut les découragement, dissuader, il faut qu'ils aient peur, il faut qu'ils soient dégoûtés, il faut qu'ils ne viennent plus. C'est ça qu'on veut, c'est clair. Après, ceux qui sont là, on essaye de les virer comme on peut, mais finalement on ne peut pas les virer. C'est quand même un truc qui est hallucinant. Ils n'ont pas le droit d'être là. On ne peut pas, lui il ne peut pas, parce que bon, Enfin, le on, il est impersonnel. Hein, mais ceci dit, c'est en notre nom qu'ils font ça. Les mecs n'ont pas le droit d'être là, d'accord? Ils n'ont pas le droit d'être là, on ne veut pas d'eux. Mais on ne les laisse pas passer, et on ne peut pas les renvoyer. La plupart du temps, on ne peut pas les renvoyer. Les mecs qui viennent de pays qui sont, même si la liste des pays sûrs en ce moment s'allonge, on ne peut pas les renvoyer, on n'a pas le droit de les renvoyer. Donc on fait quoi, tu vois? Et au lieu de se dire, bah, on est dans une situation où de toute façon il faut bien les prendre en compte, puisqu'ils sont là, qu'ils peuvent pas s'en aller, ils n'ont pas le droit d'être là, mais ils ne peuvent pas passer, on les laisse pas passer, c'est nous qui les laissons pas passer, mais en même temps, on les renvoie nulle part, on les renvoie dans un centre, je sais pas où, à l'autre bout de la France. D'abord, les mecs ne demandent pas l'asile, ils sont pas là pour ça. Et de toute façon, si on les renvoie à l'autre bout de la France, ce qu'on leur fait à tous, les mecs 2 jours après, ils sont là, parce qu'ils sont visiter la Lozère, c'est pas ça. c'est intéressant de dire. Donc, on entretient cette espèce de situation ubuesque à l'intérieur de laquelle on peut se permettre finalement, ou on se permet en tout cas, n'importe quoi. C'est un laboratoire. Pour moi, c'est un laboratoire. J'ai des questions naïves en Ouais. fait. Non, mais c'est sans doute les meilleures. Je sais pas. Pourquoi l'Angleterre et Ouais. pourquoi l'État français les empêche de partir? Est-ce que, dernière question, le Brexit changerait quoi que ce soit à cette donne-là? Je sais pas si c'est naïf, mais c'est des questions carrément pertinentes. Pourquoi l'Angleterre?
Enfin, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, c'est que l'Angleterre, c'est une puissance coloniale, et que la plupart des nationalités, enfin des mecs qui arrivent chez nous, à Calais en l'occurrence, viennent d'ex-colonies britanniques, et vont, comme, je sais pas, comme les Maliens par exemple, qui viennent en France, vont là où ils parlent la langue, là où ils ont une partie de la culture, et là où ils ont de la famille, une communauté qui peut s'occuper d'eux. Tu vois, il y a quelque chose de tout à fait logique et cohérent là-dedans. C'est un pays moins raciste, on dit aussi avec... alors c'est assez facile de dire. Ouais, dit-on. En tout cas, c'est ce qui circule. Ouais, alors il y a aussi un mode d'intégration qui est différent d'une autre. Nous, on assimile. En Angleterre, on assimile beaucoup moins. Les gens vivent, les étrangers vivent beaucoup plus en communauté. Donc il y a ce qui représente pour le coup comment dire, un vrai soutien, enfin un vrai accueil. Il y a une solidarité qui existe réellement, qui va des fois malheureusement bien au-delà de la solidarité. Mais voilà, il y a la communauté, la famille. Pour aller au bout de l'idée, il y a quelques années, on avait sympathisé avec un petit groupe d'Afghans, des jeunes Afghans qui étaient à la jungle, à l'époque où la jungle commençait à prendre de l'importance, c'était en 2009 ou 2010. Et puis ouais, il y avait un petit groupe de mecs qui était vraiment cool, qui était vraiment sympa, on avait passé pas mal de temps ensemble. Et puis ils étaient tous passés, sauf un qui n'arrivait pas à passer, qui a vraiment galéré pour passer. Ce mec qui avait 18 ans, 17, 18, 19, enfin, qui était tout jeune, et qui avait fini par passer aussi, c'est Salim il s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs. Et comme du coup il était resté assez longtemps, on avait vraiment bien fait connaissance, tout ça, et on était allé le voir après, de l'autre côté en Angleterre. Lui allait rejoindre son cousin à Birmingham, qui bossait dans un resto et qui avait un boulot pour lui. Voilà. On arrive à Birmingham, on retrouve Salim. Salim bossait dans un resto. Le resto appartenait, alors, dans un quartier de Birmingham où il n'y avait que des Afghans et des Pakistanais. Donc il n'avait pas appris un mot d'anglais, il n'avait toujours pas de papier. Il parlait là-bas, il parlait que ourdou, tu vois. Il bossait 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 10h du matin à la fermeture, minuit, 2h, dans un resto où il n'y avait que des Afghans, payé à coup de pied au cul. Son patron, c'était qui? C'était le réseau qu'il avait fait venir d'Afghanistan. Il finissait de payer son passage. Ouais, c'est ça. Il avait intérêt de finir à payer son passage parce que sinon, ils allaient s'occuper de la famille à l'autre bout. Tu vois. Son frère n'était plus là, il s'était fait serrer par les flics, renvoyé. Il vivait dans une maison avec d'autres Afghans, ils étaient 7 Afghans. On est allé, hein. Que des mecs qu'on connaissait, qui étaient tous passés par Calais, qui étaient tous en situation régulière, qui bossaient tous comme des esclaves pour des passeurs. Tu vois, c'est ça. Mais ça qui se passe. Les gens peuvent tous se planquer peut-être, c'est ce qui peut expliquer... là, à l'intérieur du quartier, de la communauté, ils sont tranquilles. Voilà. Mais Plus d'un autre France, côté, je pense que les autorités anglaises, ça aussi, ce serait intéressant de voir ça. Je pense que l'Angleterre se satisfait très bien de ça. C'est toute une main d'œuvre. C'est de la main d'œuvre pas chère. Et les passeurs, par contre, ils payent leurs impôts, quoi. Donc, voilà. Voilà. Alors après, là c'était le cas de Selim et c'est le cas des Afghans en général. C'est pas forcément le cas de tout le monde, il y en a qui s'en sortent quand même mieux que ça. Mais je pense qu'en majorité, c'est quand même pas cool, quoi, ce qui les attend. Les gamins, ils savent très bien, je dis des gamins parce que les Afghans, on les voit arriver, bien souvent, ils ont 12-14 ans. Ils sont rarement majeurs. Toi, oui, tu bosses avec eux. Alors, du coup, ceux qui restent en France et qui arrivent à sortir du truc, c'est peut-être, paradoxalement, c'est dur, mais c'est peut-être pas mal pour eux. Pour les familles, je sais pas. C'est pas sûr. Parce que les familles, en général, en gros, l'idée, c'est entre guillemets de sacrifier un gamin. Il y en a un qui fait le voyage, un qui est débrouillard, qui parle anglais, qui est costaud, etc. Et qui, lui, va quand même arriver à renvoyer de l'argent à la maison un petit peu, à soutenir la famille. Mais les gamins, ils sont sacrifiés. Voilà. L'État français n'a pas besoin de leur foutre sur la gueule pour les en convaincre. Ils le savent. Tu vois. Et pourquoi précisément l'État français les empêcherait de passer? Parce que finalement, je comprends que cette gestion des flux migratoires représenterait un problème auprès de certains de l'élite raciste. Donc il pourrait très bien dire, bon, c'est pas nos problèmes, à la limite ils vont arriver en Angleterre, donc... à la limite, de façon très cynique, tu pourrais dire on va économiser des cartes de CRS, tu vois, et des murs, etc. à Calais, quoi, je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est une politique européenne, en tout cas, ouais. La politique migratoire, elle est européenne.
avec les accords de Dublin, ces histoires de réexpédier des sans-papiers dans le premier pays dans lequel ils sont censés avoir touché terre, c'est en tout cas le premier pays dans lequel ils ont laissé leurs empreintes. Peut-être on va parler de ça aussi. Ouais, toutes ces politiques qui les font passer d'un pays à l'autre, ad vitam, comme ça, des gens qui passent des années à tourner, à être expédiés à l'intérieur de l'Europe, enfin, c'est complètement ubuesque. Du coup, ce serait dû à des engagements en fait, de l'État français vis-à-vis de l'Union européenne, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Ben, ouais, il n'y a pas de... Enfin, officiellement, oui. Ou de la Grande-Bretagne. Après, la vraie raison, je ne sais pas si elle est différente de ça. Ouais. Parce que, alors après, les Anglais investissent énormément à Calais, en clôture, en barbelé, en mur, et en flic aussi, hein, sur le port, il y a des flics anglais. Quoi. En tout cas, la question, elle reste posée, et à mon avis, c'est ramener la situation à l'os, quoi.